La politique de leadership pesant. La radio Leader FM, des leaders motivés et engagés. Au cœur du leadership changeant, votre radio vous guide aux ondes paisibles. Radio Leader FM. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Leader FM. Au microphone, c'est Yannick Foundi. J'ai le plaisir de vous présenter une émission qui va parler d'analyse politique de l'Afrique, spécialement de la RDC. J'ai l'honneur de recevoir sur Skype le docteur Prosper Norirabo Moussafiri, professeur des universités et chercheur en droit international public. Je m'en vais dire bonjour à mon invité. Bonjour, journaliste Yannick. Comment ça va? Oui, je vais bien. Et vous? Oui, je vais très bien, merci. Oui, monsieur Prosper, vous êtes professeur, vous habitez en Autriche, à Vienne. Et je vous rappelle que vous êtes en direct à la radio Leader FM en collaboration avec le site Que demande le peuple de Gimbambi, où nous allons commencer à poster nos émissions d'analyse politique d'Afrique. Et spécialement, nous sommes focalisés sur la RDC, là où les choses changent pour le moment, les choses bougent pour le moment. Alors, je voulais justement vous poser quelques questions sur l'actualité de la RDC. On peut d'abord, je vais savoir quelle analyse faites-vous du marche organisé le 28 août à Bruxelles par les combattants, si je peux dire les combattants et les Congolais en général, qui disaient non à l'UDPS, non à Étienne Tshisekedi et Kabila dégage. Quelle analyse faites-vous par rapport à ces marches-là? Merci beaucoup pour la question. Personnellement, je crois qu'il faudrait considérer toutes ces marches comme une distraction de plus. Oui. Parce que je ne crois pas que le fait d'organiser les marches à Bruxelles puisse amener aujourd'hui Kabila à quitter le pouvoir à Kinshasa. Et puis, deuxième chose, c'est dire que la marche qui a été organisée à Bruxelles, les gens ou ceux qui ont organisé cette marche, s'il vous plaît, je ne pense pas qu'ils sont arrivés à 100 000 personnes ou toute la diaspora congolaise en Europe. Donc, pour analyser cette marche, ça nous prouve à suffisance qu'il y a un problème dans la classe politique congolaise. C'est-à-dire, la classe politique congolaise en soi-même, il n'y a pas ce que moi je peux appeler le leadership. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas le leadership? Parce que si vous voyez par exemple la revendication de ceux qui ont organisé cette marche le 28, ils ont dit qu'ils voulaient enterrer Tshisekedi. Si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit, parce que moi, je n'ai pas eu le temps de suivre. Oui, c'était le slogan. Enterrer Tshisekedi politiquement. Enterrer Tshisekedi politiquement, parce que le motif, c'est qu'il voulait trahir le Congo. Il a été corrompu. Hein? Oui. Il a été corrompu. Et que l'IDPS acceptait le poste de Premier ministre. C'est ça la revendication. Et donc, notamment, Félix Tshisekedi pouvait être nommé Premier ministre dans un gouvernement de transition, et puis Tshisekedi lui-même, le vice-président de la République, n'est-ce pas? Bon, cette analyse-là, ça vient plutôt d'un groupe de gens qui ont des sites, qui ont dit que Tshisekedi a été corrompu, on lui a donné 2 millions de dollars par le gouvernement de Kinshasa, et en échange, il devait accepter le dialogue. Et après le dialogue, c'était plutôt organiser une nouvelle transition avec le poste de Premier ministre pour Félix Tshisekedi, ainsi que vice-président à Étienne Tshisekedi. Mais nous voyons tout de suite que lorsque l'IDPS a refusé, n'est-ce pas, il a claqué la porte à la concertation, au pré-dialogue, n'est-ce pas? Oui. Lorsque l'IDPS a claqué la porte au pré-dialogue, jusque-là, la majorité présidentielle à Kinshasa ont réagi, mais ils n'ont jamais dit clairement qu'ils ont donné 2 millions de dollars à Tshisekedi. Ce qui semble nous dire que toutes ces informations, il n'y a pas de fondement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aujourd'hui,
lorsque les gens ont organisé la marche du 28 septembre, n'est-ce pas? Oui. C'est bien fait, ils ont organisé la marche. Maintenant, pour quel objectif cette marche-là? Parce que le problème du Congo, c'est on monte des stratégies où on organise des marches, mais nous n'étudions pas pour dire qu'après les marches, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai. Imaginez-vous, par exemple, qu'aujourd'hui, cette marche puisse aboutir au départ de Joseph Kabila à Kinshasa. Nous prenons vraiment l'hypothèse de l'impossible. Imaginons que ça soit comme ça. Maintenant, qui prendra le pouvoir à Kinshasa? Parce que c'est tout à fait normal dans la situation actuelle, puisqu'on n'a pas un leadership aujourd'hui dessiné, certainement l'armée viendra prendre le pouvoir à Kinshasa. Oui, mais supposons oui, cette affaire de $2000, ça reste entre parenthèses parce qu'il n'y a personne qui peut le prouver. Mais supposons, restons dans le contexte que les gens qui ont soutenu M. Etienne Tshisekedi en 2011, la population de l'Europe, les Congolais en particulier de la diaspora, ils ont soutenu M. Etienne Tshisekedi. Le fait qu'ils ont vomi l'UDPS, ils ont dit non à l'UDPS. Est-ce que cette revendication n'a pas donné l'effet, n'a pas donné l'UDPS une leçon de réfléchir encore 2 fois, de dire, d'éclater la porte et de dire non, c'est pas cette manifestation-là, la réaction n'a pas touché l'UDPS, n'a pas donné les leçons à l'UDPS de claquer la porte, parce que la position de membres des diasporas qui ont manifesté le combattant, c'est la même position aussi de l'opposition qui sont au pays. Et tous, ils ont dit non au dialogue, mais l'UDPS avait quand même accepté d'y aller, et puis après, il a dit non. Mais est-ce que cette bloc-là, les blocs des gens qui ont refusé le dialogue, n'a pas poussé l'UDPS à réfléchir 2 fois? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, tout simplement parce que la marche qui est organisée le 28 là, hein, oui. Est-ce que pensez-vous sérieusement que cette marche pouvait influer ou plutôt influer la position de l'IDPS? Moi, je ne crois pas. Parce que l'IDPS déjà même a commencé à faire la discussion. Avant même cette marche, ils ont appelé ceux qui défendaient le dialogue et ceux qui ne défendaient pas le dialogue de se rencontrer à Bruxelles. Et dans ça, l'IDPS a essayé d'expliquer clairement sa position. Ça, c'est première observation. Deuxième chose, pensez-vous que l'organisation des dialogues peut empêcher de faire partir Kabila du pouvoir? Moi, je ne crois pas. Pourquoi je vais prouver. Première démonstration. Lorsque Laurent Désiré Kabila venait à Kinshasa, n'est-ce pas? Oui. L'AFTEL devait rentrer à Kinshasa. À 97. À 97. Il y a eu une négociation à Lutenica. Mobutu ainsi que les autres, les caciques, les autres, les politiciens congolais, ils sont allés à Lutenica. Cela n'a pas empêché Kabila de venir au pouvoir. Deuxième exemple, parce qu'il faudrait qu'on réfléchisse franchement en donnant des exemples qui peuvent nous prouver que ce n'est pas vrai ce qu'ils sont en train de dire. Deuxième exemple, c'est le cas de Rwanda, par exemple, n'est-ce pas? Lorsque Kagame a commencé à négocier avec le feu président Abiyarimana, n'est-ce pas? Cette négociation n'a pas empêché aujourd'hui, on n'a pas empêché Kagame de venir au pouvoir. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, pour faire la révolution, pour faire chasser Kabila du pouvoir, on n'a pas besoin nécessairement de dialogue. Celui qui a les armes, par exemple, il estime que aujourd'hui, il peut faire quelque chose pour faire partir Kabila. On organise des dialogues ou pas, il peut les faire partir. Exemple, nous avons tant d'exemples que nous avons vus partout où les transitions étaient organisées, par exemple, et que ceux qui ont des armes, ceux qui ont la force, ils ont fait partir ces régimes-là sans problème. Le dernier exemple, c'est le cas de Burkina Faso. Donc vous comprenez que ceux qui nous disent aujourd'hui, ils ne veulent pas de dialogue, mais il ne faut pas de propositions. Est-ce que le dialogue empêche les gens à prendre le pouvoir à Kinshasa? Je ne crois pas. Est-ce que le dialogue peut freiner vraiment une portion des gens à se soulever ou à faire un soulèvement populaire à Kinshasa? Je ne crois pas. Je crois que toutes les démarches, n'est-ce pas? Si l'IDPS pense qu'il peut faire partir si l'IDPS pense qu'ils peuvent faire partir Kabila, n'est-ce pas, par la voie de dialogue qui est pacifique. Il
faudrait peut-être donner cette chance-là. Et si les autres estiment qu'on ne peut pas faire partir Kabila par la voie du dialogue, ils nous montrent ce qu'ils doivent faire. Parce Mais qu'ils ils ne ont, disent pas ils ont, seulement... ils ont s'il vous plaît, monsieur le docteur, l'opposition a sa position. Ils veulent à tout prix faire les élections en 2016. Est-ce que ce n'est pas une voie aussi de chasser Kabila? C'est une distraction, mon cher ami. Si vous pensez que les élections, c'est une distraction, est-ce que le dialogue ne peut pas pousser, favoriser Kabila de rester encore au pouvoir? Attends, je vais vous dire quelque chose. Hein? Soyons sérieux. Aujourd'hui, si ces opposants, ils étaient sérieux, ils devaient dire, nous devons monter des nouvelles stratégies pour que les élections aient effectivement lieu en République démocratique du Congo en 2016. Pourquoi j'ai dit? Prenez l'exemple de ce qui se dit aujourd'hui à Kinshasa. Le gouvernement Matata Ponyo vous dit qu'il n'a pas l'argent. N'est-ce pas? Oui. Deuxième chose, la communauté internationale vous dit, donnez-nous un calendrier, nous pouvons assister, participer au dialogue. Même si le gouvernement de Kinshasa, à chaque fois, quand l'IDPS ou les autres disent qu'il faudrait appeler la communauté internationale pour participer au dialogue, on sort toujours de prétextes. Non, le Congo, c'est un pays souverain et qu'au nom de la souveraineté, nous ne pouvons pas accepter l'ingérence de l'extérieur. Mais quand il s'agit d'avoir l'argent, parce que même le budget du Congo n'est pas à mesure aujourd'hui, n'est-ce pas, de couvrir le Congo, il faudrait avoir l'intervention de la communauté internationale. Là, on prend cet argent facilement. Je crois que si ces opposants voulaient vraiment organiser les élections en 2016, ils pouvaient déjà se mettre en tête pour dire que un des prétextes du gouvernement peut être, par exemple, il n'y a pas d'argent pour organiser ces élections parce que nous avons vu même les élections aujourd'hui de gouverneurs avec les 26 provinces. La CENI a dit qu'ils n'avaient pas de moyens et qu'ils sont allés à la Cour suprême, ils sont allés à la Cour constitutionnelle. Maintenant, pourquoi l'opposition, au lieu d'organiser ces marches, pourquoi ils ne peuvent pas se dire, par exemple, tous sont au pouvoir à Kinshasa, ce sont des députés, ils sont des ministres, ils sont tous qui peuvent avoir, pourquoi ils ne peuvent pas se cotiser, par exemple, pour dire que si on arrive, par exemple, au moment opportun et que le gouvernement en place n'est pas en mesure d'organiser les élections, faute de moyens, nous-mêmes, nous pouvons donner, nous pouvons apporter. Mais parce que si se cotise chacun, par exemple, il dit, bon, écoutez, avec cette piste-là, nous cotisons, par exemple, tel mois je prends $10,000, tel mois j'ai pris $10,000, et qu'ils appellent peut-être la diaspora ainsi que les autres membres de la communauté congolaise de cotiser une caisse pour permettre finalement à éviter la situation, la situation telle qui se prépare à Kinshasa autour des prétextes. Merci. Je vous comprends que vous êtes en train de dire, mais moi je pense que mais quel est le rôle du gouvernement quand un gouvernement est placé à la tête du pays pour gouverner un pays? Quel est leur rôle? N'est-ce pas que de préparer les élections, de faire un budget, de faire un plan pour préparer les élections? Oui, c'est pour préparer le budget, c'est pour faire quoi que ce soit. Mais aucun gouvernement au monde, pour les élections en droit, c'est un acte de souveraineté. Aucun pays au monde sérieux ne peut accepter que quand on organise les élections, il faut avoir la contribution de la communauté internationale. C'est un secret de polichinelle. C'est un problème réel. Nous n'avons pas la souveraineté sur ce point-là, parce que nous avons toujours besoin de la communauté internationale. Et c'est pour cette raison que la communauté internationale contrôle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ils ont un mot à dire à la République démocratique du Congo. Si nous voulons quitter cette piste-là, il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on trouve des voies et moyens. Et ils sont au Parlement. Aujourd'hui, par exemple, Patrick, hein, je vais citer juste autour de la marche de dernière marche du 15 septembre à Kinshasa. Hein? C'est-à-dire ce que l'opposition a organisé. Oui. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, cette marche-là, par rapport à la stratégie de pouvoir en place en République démocratique du Congo, c'est-à-dire la majorité présidentielle, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la démission de 7, ou je ne sais pas moi, la révocation de 7 membres, finalement, de la majorité, qu'ils ont monté de toutes pièces, ça devient un problème national. Ce n'est pas un problème national en réalité. Ça devrait être un problème interne dans le sein de la majorité présidentielle à Kinshasa.
Maintenant, vous ne voyez pas que, quelle que soit la condition telle qu'ils sont en train de refuser aujourd'hui, telle qu'ils parlent des élections, avec cette nouvelle stratégie de pourrissement, parce que moi j'appelle ça stratégie de pourrissement de la majorité. C'est une stratégie. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, la majorité a, ou le pouvoir, ou le PPRD, ainsi que ses satellites, ses partis politiques satellites, ils ont la majorité au Parlement, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon, avec le nombre de ces 7-là qui viennent des partis, n'est-ce pas? C'est-à-dire avec tous leurs députés, si vous voyez très bien, on risque d'arriver dans l'hypothèse qu'aujourd'hui, ils puissent gonfler les nombres finalement des députés qui sont dans l'opposition. Et à ce niveau-là, ils vont présenter une nouvelle majorité. Et s'ils présentent une nouvelle majorité, ils sont capables finalement de déposer une motion de défiance contre Matata Ponyo. Et s'ils déposent cette motion de défiance, on donne une fois de plus l'opportunité à Kabila de glisser. Pourquoi? Parce qu'il aura cette fois-là, si vous lisez la Constitution, Kabila ne peut que dissoudre le Parlement. Il trouve que Matata n'a plus la majorité, il peut dissoudre le Parlement et organiser les élections dans 90 jours. Vous comprenez? Et cette organisation des élections en 90 jours, Kabila peut bien vous dire, écoutez, bon, nous n'avons pas l'argent pour organiser ces élections. Vous voyez? Oui, Ou bien, je vous comprends, mais pensez-vous, là, nous sommes déjà allés un peu loin, c'est-à-dire on a dépassé, nous sommes déjà sur l'actualité de ce qui s'est passé la semaine passée. oui, mais Restons dans ces contextes-là. Restons okay, dans ces contextes du genre, disons, nous allons toucher aussi le meeting du 15 septembre 2015, avec le G7, avec tous ces problèmes qui se passent actuellement. C'est vrai que le G7, c'est pas un problème, c'est un problème interne, c'est pas un problème national. Mais pensez-vous pas que tous ces problèmes qui se passent, qui viennent de naître ces derniers temps, peut aussi perturber les élections, le calendrier que la CENI a proposé. Oui, mais justement, c'est ce que moi je disais. J'ai dit que ça peut être la stratégie de la majorité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils organisent des marches, nous n'avons pas une proposition de réchange. C'est-à-dire, c'est bien d'organiser une marche. Maintenant, la question qui se pose après la marche, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut étudier pour dire qu'aujourd'hui, ce sont des hypothèses que moi, je suis en train de soulever. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous que c'est la majorité ou encore l'opposition, à complicité avec le nombre de gens qui sont venus, ils disent, nous faisons tomber le gouvernement de Matata Ponyo. Et après, Kabila aura, constitutionnellement, Kabila aura deux options devant lui. Soit il nomme une majorité, soit il nomme un premier ministre, soit alors il dissout le Parlement pour organiser finalement les élections anticipées. C'est ce qu'on est en train de voir en Grèce. Et en organisant ça, est-ce que ces gens qui disent aujourd'hui élection, sont-ils capables, avec ce que la majorité vient de faire avec ces G7 aujourd'hui? Si ces G7 venaient gonfler le nombre de protestataires au Parlement, ceux qui sont dans l'opposition, c'est-à-dire ils auront une majorité par rapport à la majorité de quoi ça, de PPRD ainsi que les autres. Et ils sont capables de dire, bon, écoutez, pourrissons la situation, faisons tomber Matata Ponyo. Et si on fait tomber Matata Ponyo, la crainte, c'est de dire finalement, quand Matata Ponyo va tomber, Kabila aura toutes les options possibles pour aller dans le glissement. Donc moi, je crois que toutes ces histoires, et je ne suis pas de l'IDPS, mais moi, je pense qu'autour de la question, franchement, d'organiser un dialogue, il semble que c'est la meilleure voie. Et sous la coordination de la communauté internationale, et avec comme préoccupation, on ne peut pas dépasser les dates butoirs pour les organisations des élections. Ça, on ne peut que discuter sur le plan politique. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, nous n'avons pas de carte de réchange. Ça, restons... Si on veut savoir exactement pourquoi l'UDPS s'est retiré de ces dialogues, pensez-vous que c'était, selon Félix Tshisekedi, qui est chargé des affaires extérieures, il disait que c'était un complot qui reste encore avec un suspense parce que personne ne sait les complots. Mais quel est le complot que l'IDPS a pu découvrir de l'autre côté?
Vous savez, le problème, c'est que, d'abord, je ne suis pas de l'IDPS, je ne suis pas de ces partis, mais j'essaie d'analyser, on fait juste des analyses. Oui. Donc, l'IDPS n'est pas allé dans un dialogue. Ça, c'est faux, c'est un pré-dialogue. Vous comprenez? Un pré-dialogue, oui, c'est ça. Pré-dialogue, c'est pré-dialogue, c'est pas le dialogue. Donc, moi, je crois, et si je peux bien penser ou peut-être faire le commentaire là-dessus, je crois peut-être que l'IDPS est parti pour baliser les chemins. Baliser les chemins parce que si, par exemple, vous voulez organiser un dialogue, n'est-ce pas? Il faut l'ordre du jour. Dans cet ordre du jour, il faut la matière, il faut préciser ce que vous allez discuter autour. Mais l'UDPS avait fait un feu de route, donc l'UDPS savait déjà de quoi il va parler, n'est-ce pas? Parce que avec tout ce qu'ils ont fait comme fait de route, le forum qu'ils ont organisé à Bruxelles pour expliquer exactement pourquoi ils veulent aller aux élections, c'est-à-dire eux, ils savaient déjà, ils ont leur cahier de recherche, ils savent de quoi là où ils vont commencer, si je ne m'abuse pas. Oui, mais j'ai dit une fois de plus que l'honnêteté intellectuelle oblige. Moi, je ne réponds pas à la place de l'IDPS, mais j'essaie d'analyser. Non, nous sommes en train d'analyser parce que par rapport au fait que l'IDPS a posé. C'est-à-dire quand l'IDPS disait, ouais, je peux aller, nous sommes... Le problème, c'est que quelle que soit la condition, même les cahiers, les feuilles de route de l'IDPS, il y avait un problème parce qu'on ne peut pas se voiler la face. Il y a des forces qui s'affrontent finalement. C'est l'IDPS ainsi que la majorité présidentielle qui sont mis d'ailleurs d'accord autour de la question des dialogues. Mais seulement la divergence, c'est autour des facilitations. Parce que pour la question, pour la majorité présidentielle ou le PPRD ainsi que les autres, la facilitation doit être une facilitation nationale. Tandis que pour l'IDPS, parle de la facilitation internationale. Et puis, deuxième chose, l'IDPS s'est justifié clairement pour dire que ce n'est pas elle qui a demandé le dialogue. C'est plutôt la communauté internationale, c'est plutôt ce qu'ils appellent Addis Abeba. Ils ont fait des accords, l'accord que la République démocratique du Congo a signé pour accepter que le dialogue était un des éléments finalement pour arriver à baliser le chemin pour les élections. Deuxième chose, Patrick, vous voyez par exemple, c'est par expérience, pensez-vous sérieusement qu'aujourd'hui, c'est avec des actions de marche, avec des protestations, que nous pouvons faire partir Kabila du pouvoir en République démocratique du Congo? Moi, je ne crois pas. Simplement parce que le nombre de gens même qui marchent nous prouve à suffisance que ce n'est pas une pression suffisante pour faire partir Kabila en République démocratique du Congo. Donc pour ça, il faudrait l'unité de tout le monde. Et voilà pourquoi moi je disais qu'il y a un problème de leadership qui se pose finalement en République démocratique du Congo. Parce que pour tout le monde, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne faut pas laisser seulement le problème aux politiciens, c'est tout le monde. Les intellectuels, le professeur d'université, le juriste, voilà à peu près ce qui s'est passé ailleurs à Burkina Faso. On a vu que tout le monde s'est impliqué. Maintenant, avec notre division aujourd'hui, on ne parle même pas du même langage aujourd'hui. Vous comprenez que c'est presque une distraction. Parce qu'aujourd'hui, franchement, on prend le nombre de ceux qui ont marché de remettre le 19 septembre ici à Kinshasa. Moi, je ne crois pas qu'avec... Le 15 septembre. Le 26 septembre. Hein? Le 15 septembre, je ne pense pas qu'avec cette force, on peut faire partir Kabila du pouvoir. Okay. Simplement parce que simplement, il y a eu un groupe de gens, de badauds qui ont jeté des pierres, mais c'était presque la débandade, c'était même pas l'armée. Alors, vous comprenez que là, il faudrait une fois de plus étudier pour dire que finalement, là où nous sommes, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce ne sont pas des masses. Et je crois que la meilleure position qui reste, c'est plutôt peut-être aller, en tout cas, ça c'est mon point de vue, je ne suis pas de l'IDPS une fois de plus, moi je crois que c'est question d'organiser les dialogues. Mais je ne dis pas que Tshisekedi est parfait. Tshisekedi a aussi des défauts. L'IDPS a aussi des problèmes internes, ça il faudrait le dire. Oui. Mais finalement, ce qu'il faudrait faire ici, c'est plutôt essayer de fédérer une force vive, une force assez conséquente pour pouvoir essayer de mettre en place tous les mécanismes possibles. Parce que si le dialogue ne marche pas, même si on part au dialogue, mais si quelqu'un a autre moyen que le dialogue pour prendre le pouvoir à Kinshasa, mais le dialogue ne l'empêche pas. Vous comprenez? Le dialogue ne l'empêche pas. Ceux qui pensent la révolution, est-ce que le dialogue empêche la révolution? Le dialogue n'empêche pas la révolution. Est-ce que le dialogue empêche le soulèvement populaire?
Le dialogue n'empêche pas le soulèvement populaire. Vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire juste non, nous ne voulons pas ça, mais vous n'avez pas de proposition. Mais si nous sommes en train d'analyser ce qui se passe, ce que l'opposition dit. L'opposition dit qu'il ne veut pas du dialogue. Lui, il veut les élections en 2016, point barre. L'UDPS avait proposé d'aller au dialogue parce qu'il pensait que là-bas, on peut trouver la solution au problème du Congo. Oui, c'est bien. Comme vous êtes en train de dire, vous pensez que la voie le plus sûr, c'est le dialogue pour le moment. Mais quel est le résultat que le dialogue qui était déjà organisé en République démocratique du Congo a donné? Parce qu'on sait que, comme vous avez énuméré, comme vous avez dit que Mobutu avait dialogué avec Kabila en 1997, il n'y avait pas une solution. Les accords signés de Sun City, de gauche à droite, on a vu comment le résultat a donné. Est-ce que pensez-vous, si l'UDPS si le pré-dialogue aurait été lieu, si l'UDPS avait accepté, si le convenu, les deux parties étaient vraiment sûrs de faire ce dialogue-là, pensez-vous qu'on pouvait trouver une solution trouver une piste de solution qui peut faire sortir la République démocratique du Congo dans ces crises-là, dans le crise de leadership? Vous comprenez, Patrick, c'est une très bonne question. Merci beaucoup pour ça. Ce qu'il faut préciser d'abord, ce n'est pas l'IDPS qui a demandé le dialogue, non. L'IDPS n'a pas demandé le dialogue. Une fois de plus, il faut préciser les choses. C'est la communauté internationale. Maintenant, pour revenir, si aujourd'hui le Congo est devenu ce qu'il est devenu, c'est grâce à ce qui s'est passé à Sun City. C'est à ce moment-là que tous les belligérants ont déposé les armes pour accepter le gouvernement de 1+4. On peut dire tout ce qu'on peut dire, mais au moins, avec ce que la communauté internationale avait dit, nous avons vu, il y a eu 1+4, le Congo est arrivé, ce qui est arrivé pour organiser même les premières élections au Congo. Oui. Maintenant, deuxième chose, pensez-vous un seul instant que dans la situation actuelle, nous les Congolais, nous sommes en mesure de nous en sortir sans pour autant finalement avoir l'implication de la communauté internationale des autres pays? Ce n'est pas possible tout simplement, M. Patrick, Yannick, nous ne devons pas être naïfs. Parce que pour organiser les élections chez nous, nous avons besoin de la contribution de la communauté internationale. Mais cette communauté internationale ne vous donne pas l'argent comme un don. Ils donnent cet argent parce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est pourquoi moi j'ai dit, si on veut être responsable, organisons-nous. Par organisation, j'ai dit, ce sont des politiciens qui sont à Kinshasa. Mais pourquoi eux, ils sont à Kinshasa, n'est-ce pas? Ils sont à Kinshasa, ne peuvent pas se dire, nous mettons la main dans la poche, chacun laisse ses émoluments, je ne sais pas moi, de 3 mois, 4 mois, qu'on les paye au Parlement, parce que s'ils sont payés vraiment au Parlement avec l'argent qu'on leur donne, chacun laisse ses émoluments, ils sont plus de 200 ou 300. Et que nous autres, les autres Congolais, ils essayent de monter une caisse nationale. Dans cette caisse nationale, finalement, on essaie de prendre l'argent. Deuxième chose, il y a une idée. Je ne sais pas celui qui a avancé. L'honnêteté intellectuelle oblige de le dire. Il y a déjà une réflexion qui a été faite. À l'époque, je ne sais pas qui a fait, mais au moins j'ai lu quelque chose dans ce sens-là, qu'on proposait finalement de vendre les biens de Mobutu qui sont à l'extérieur pour qu'on prenne cet argent. On amène ça finalement à la Caisse nationale. À la Caisse nationale pour organiser les élections. Troisième chose, M. Patrick, tous ces gens qui vous disent non, nous voulons les élections, ce sont des hypocrites eux-mêmes. Ils trompent la population. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que s'ils veulent vraiment pas que Kabila puisse faire quoi que ce soit ou qu'ils disent quoi que ce soit, mais qu'ils démissionnent d'abord de la CENI. Parce qu'ils ont leurs propres membres à la CENI. Mais la CENI, c'est pour l'organisation des élections. Comment ils peuvent démissionner de la CENI? Mais parce qu'ils ont voulu amener la CENI à la cour constitutionnelle. Mais justement, c'était pas par rapport à leur calendrier qu'ils ont donné. Mais l'argent aussi, il y a un problème. Aujourd'hui, la CENI est allée où? La CENI est allée se plaindre à la cour constitutionnelle. Et maintenant, s'ils veulent vraiment que tout ça ne passe pas, parce que de toute façon, quand on est en train de dire élection par élection, ou les gens, ceux qui sont en train de dire, simplement, disons la vérité, tout le monde n'a pas de stratégie, n'a pas d'alternative. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, il faut commencer à étudier le plan A et le plan B. Dire qu'aujourd'hui, si Kabila n'organise pas les élections, qu'est-ce qu'on fait comme plan B?
Et deuxième chose, si Kabila organise aujourd'hui les élections, qu'est-ce qu'on va faire comme plan B? Et tout ça, ça demande finalement une réflexion. Parce que de toute façon, qu'on dise quoi que ce soit, tout ce qui se dit aujourd'hui, les dialogues n'empêchent pas l'organisation des élections. Non, les dialogues n'empêchent pas la révolution. Non, les dialogues n'empêchent pas quelqu'un de chasser Kabila au pouvoir. Non, c'est comme ça que j'ai donné les exemples. J'ai dit que Mobutu lui-même a fait le dialogue avec Kabila, Laurent Désiré Kabila à Outenika. Maintenant, est-ce que ce dialogue que Mobutu a fait avec Laurent Désiré Kabila à Outenika a empêché la FDL à venir à Kinshasa? Non. Je vous dis que Kagame ainsi que Feu Abiyarimana, ils ont organisé autant de dialogues pour dire que finalement, Kagame est arrivé au pouvoir. Ça n'a pas empêché Kagame de venir au pouvoir. Et même tous les stratégies militaires vous diront, la stratégie actuelle ou la stratégie militaire, c'est token de fight. C'est-à-dire, vous êtes en train de parler et vous combattez. Merci beaucoup, monsieur le docteur Prosper Moussafiri. Je rappelle à tous les auditeurs qui nous suivent pour le moment, je suis en ligne avec monsieur Prosper Nobirabo Moussafiri. Il habite à Vienne, professeur des universités, chercheur en droit international public. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission d'analyse politique de l'Afrique. Précisément, nous parlons de la RDC parce que c'est un pays qui prépare les élections en 2016. Monsieur le docteur Prosper Moussafiri, est-ce que vous avez un dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui? Je crois pour l'émission d'aujourd'hui, merci beaucoup Yannick. Je pense que nous devons, finalement, les Congolais, nous devons éviter la manipulation et puis donner la parole à tout le monde. Je vous félicite et vous remercie beaucoup parce que vous avez eu l'opportunité d'avoir une autre opinion sur cette vision des choses et qu'en réalité, ce sont des politiciens qui amènent la population dans des manipulations inutiles. Je parle de manipulation inutile, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train vraiment d'attendre le plus sérieusement parce que nos politiciens, nos opposants, tous, ceux qui sont en Europe, ils ont dit que l'IDPS a eu des millions de dollars pour la corruption, pour que l'IDPS parte finalement, accepte le dialogue ainsi que le poste de Premier ministre. Mais aujourd'hui, c'est démontré noir sur blanc que l'IDPS a même quitté ce pré-dialogue. Et puis, deuxième chose, personne ne nous prouve jusqu'à preuve du contraire que l'IDPS a eu ces 2 millions. Nous attendons vraiment qu'on nous montre tous ces documents sur Internet, qu'on nous prouve, qu'on nous amène vraiment une preuve, parce que même la majorité elle-même est dans les capacités de pouvoir prouver ce genre de déclarations. D'ailleurs, la majorité n'a jamais fait ça. Donc, vous comprenez que ce genre de manipulation, c'est ce qui nous divise. Et le Congo, aujourd'hui, nous avons besoin d'un leadership. Pourquoi leadership? Parce que même si aujourd'hui nous arrivons dans une révolution, même si nous arrivons aujourd'hui à prendre le pouvoir par la force, mais tant qu'on ne sera pas organisé, c'est l'armée qui prendra le pouvoir. Ou bien c'est l'Occident qui nous imposera quelqu'un qu'on ne veut pas. Alors la question, c'est qu'il faudrait commencer maintenant à s'organiser, à avoir des propositions pour créer un leadership. On l'accepte ou on n'accepte pas, qu'on dise qu'en tout cas, nous devons trouver une personne qui sera notre représentant valable. Et ce n'est qu'autour de ces genres de réflexions, et surtout des réflexions du type, pour dire que quels sont les plans B. Parce qu'aujourd'hui, si on n'organise pas les élections en 2016, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons aller dans une révolution? Et si nous partons dans cette révolution, avec quels moyens? Merci. Quelles sont les forces que nous pouvons arriver à avoir? Donc, ce sont des alternatives pour voir, par exemple, toutes ces questions que nous avons soulevées ici pour que les gens essayent de trouver finalement des propositions. Merci, monsieur le docteur Prosper Nobirabo Moussafiri. C'était avec ces mots que nous allons clore cette émission d'aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, merci. La politique de leadership pesant. La radio Leader FM, des leaders motivés et engagés. Au cœur du leadership changeant, votre radio vous guide aux ondes paisibles. Radio Leader FM.